ces jardins n'existaient pas dans ces lieux thérapeutiques. Et donc, ils ont été construits par l'homme en essayant de faire le mieux possible. Et ces jardins, en fait, ce sont des lieux de vie. Ce sont des lieux où le vivant va se côtoyer, et des lieux de vie qu'on essaie d'orienter vers un certain objectif, un objectif donc principalement ici à rôle thérapeutique. Alors dans ce vivant, il y a 3 acteurs principaux et il y en a d'autres. Pour moi, les 3 acteurs principaux qui sont ressortis, on en a bien parlé. Il y a, alors peut-être commencer par la plante, qui est le végétal, qui est un vivant. Il y a le patient et il y a, on va dire, l'accompagnant du patient, qui peut être de différentes natures, qui peut être d'origine donc du centre hospitalier ou qui peuvent être d'autres personnes dans un cadre associatif. Enfin, voilà, il y a quelqu'un qui va accompagner ce patient. Ce patient ne va pas le lâcher comme ça tout seul dans cet espace. Et en fait, ces 3 composantes du vivant vont interagir. Alors, elles sont aussi en mouvement, et je crois que c'est là l'intérêt de tous les échanges et de tout le défi qui nous est posé, c'est qu'ils vont entrer en interaction. La plante aujourd'hui n'est pas la même que celle de demain, parce qu'elle va grandir, elle va s'être développée, elle va bouger. Le patient n'est pas aujourd'hui celui qui sera demain, parce qu'il va aussi bouger. Et tout ça est en mouvement, et donc on a à régler une équation extrêmement compliquée, qui est de voir comment l'ensemble de ce vivant va bouger, va vivre tout simplement, et comment cette vie collective va faire que ça va être bénéfique pour tout le monde. Voilà ce que j'ai retenu de cette notion du vivant. Et à côté de ce vivant, eh bien, il y a plein d'autres choses. C'est un milieu, un biotype extrêmement riche, qui est inséré dans un environnement qui lui aussi a ses fonctions et ses fonctionnalités, et qui va nous amener à parler, le point suivant que je vais aborder, qui est cette notion de biodiversité. Alors là, effectivement, c'était un sujet qui fédérait tout le monde nous parlait de biodiversité. Plus court ? Pas trop. D'accord. Je vais essayer d'accélérer. Alors, juste une petite remarque quand même pour commencer. Certaines personnes me disent on ne parle pas beaucoup de la plante thérapeutique, c'est-à-dire de la plante médicinale. Alors c'est vrai, on a un peu parlé au cours de ces 2 jours, mais c'est vrai que la plante médicinale, en fait, c'est une plante qu'on a identifiée. Au sein de cette plante, on a identifié une fonction thérapeutique, cette fonction, c'est peut-être simplement une substance qu'on va extraire, une huile essentielle ou quelque chose qui va avoir un usage thérapeutique. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par l'homme, contrôlé et ciblé. La biodiversité, c'est tout autre chose. La biodiversité, c'est la diversité du vivant. C'est-à-dire que c'est un espace qui est riche, où on va de l'organisme unicellulaire jusqu'au mammifère, et toute une quantité de diversité d'êtres vivants, différentes échelles, qui vont devoir cohabiter. Alors quand on parle de biodiversité, je crois qu'on s'est mis un petit peu d'accord à la fin, c'est dire que dans cet espace artificiel, alors on parle du jardin thérapeutique, au départ il n'y a rien, cette biodiversité est introduite par l'homme. Il va amener cette biodiversité. Alors on parlera aussi un peu tout à l'heure de la notion de ville, et je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Mais donc cette biodiversité est un peu artificielle finalement. Ça nous rassure de dire, c'est un milieu très riche. Mais cette biodiversité n'est pas satisfaisante en elle-même. Et l'objectif, c'est qu'elle puisse s'organiser, se structurer, trouver une stabilité. Alors je dirais une stabilité dans le mouvement, puisque le vivant est en mouvement. Et c'est là qu'on arrive à une autre notion qui est peut-être plus intéressante, qui est la notion d'écosystème. L'objectif, c'est d'évoluer vers des jardins qui correspondent à un écosystème qui lui est propre par rapport à son environnement. Écosystème n'est pas du tout synonyme de diversité. On a parlé d'écosystèmes naturels, forestiers ou autres, où finalement la biodiversité n'est pas obligatoirement très grande. Mais par contre, il y a un équilibre naturel, une stabilité qui du coup fait qu'on est en harmonie. Ça, c'est important. Et donc, peut-être que l'objectif, c'est effectivement que ces jardins, à un moment donné, trouvent un équilibre, trouvent une harmonie et puissent répondre aux besoins que s'en est fait au départ. Le dernier point que j'aborde, et donc j'aborde très rapidement, du coup je vais faire très vite. Non, c'est parce qu'il y en a 3 autres. C'est cette notion d'espace. Cet espace, il peut prendre différentes dimensions. Ça peut être le petit jardin, avec une vision bien ciblée, et donc souvent le petit jardin thérapeutique dans un espace hospitalier. Ça peut être un jardin plus grand. Et là, on a évoqué aussi le fait que ce soit un lieu d'échange, un lieu de médiation, et donc un lieu où il y a à la fois des patients, mais aussi d'autres personnes. Des personnes qui se promènent, qui côtoient du coup dans ce jardin
donc les gens qui sont aussi là dans un but thérapeutique. Donc une ouverture de cet espace. Et je terminerai sur un jardin qui serait peut-être encore plus grand, qui est peut-être le jardin de la ville, puisque peut-être qu'une de nos problématiques, c'est celle-là, c'est peut-être ce lieu artificiel créé par l'homme. Alors, j'en profite pour dire que récemment, on a défini la ville comme étant un écosystème. C'est reconnu au niveau mondial. C'est peut-être ce lieu qui est très grand, qui est un grand jardin dans lequel il faut se poser cette question de cette biodiversité et de son rôle thérapeutique. Merci. Il est gentil, hein. Il avait plein d'idées à nous donner, mais comme on l'a frustré lui aussi, voilà. Bon, merci Gilles. Y a-t-il un complément à ce rapport très circonstancié ? Vous réagissez pas, vous êtes satisfait pour une fois? Non? Pas du tout. Bon. On stoppe là? On passe au troisième? Personne n'a plus rien à dire là-dessus? Le troisième thème, c'était un thème que nous avons toujours eu du mal à construire jusqu'au bout. Animation, formation, évaluation. Parce qu'en fait, par rapport à beaucoup d'autres pays, nous avons beaucoup d'initiatives, mais nous n'avons pas structuré ces initiatives et il y a un manque de formation validante. On a essayé d'en parler au précédent symposium et là, j'espérais que remonteraient un certain nombre d'idées nouvelles. Alors, la première session était animée par le professeur Dominique Pringuet qui a souhaité donner la parole à Véronique Lollier qui est responsable de la formation continue à l'ENSP et qui va vous exposer le ressenti de cette joyeuse bande. Joyeuse bande et très animée. Une table ronde vraiment pétante, je vais dire, tellement les parcours étaient différents et les points de vue étaient différents, mais c'est toujours très constructif. Alors, je vais essayer d'être synthétique et objectif, parce que c'est difficile aussi de rester objectif quand on a participé à la table ronde et de faire un résumé. Donc, nous avions Isabelle Bouc, qui est journaliste, et qui nous a fait une présentation, qui a repris une présentation en fait un peu historique des différentes expériences de formation, notamment aux États-Unis. Et puis, on a été amené à parler ensuite de l'expérience un peu anglaise de formation à l'orthothérapie, avec une petite conclusion qui était que finalement, actuellement, il y avait l'observation d'une baisse de fréquentation de ces formations, notamment parce que ça manquait de reconnaissance. Donc, ça a été un échange qui a été fait dans la salle. On a évoqué aussi différents modes d'approche des pratiques par la création participative au jardin, qui s'appuierait donc sur l'éducation, l'animation et l'adaptation aux différents usagers du jardin, avec une prise en compte de l'expérience du terrain. En fait, on avait aussi une art thérapeute qui était assez passionnante parce qu'elle a vraiment une formation très complète, puisqu'elle avait aussi un master d'urbaniste, et qui nous a fait une approche éducative et artistique de son expérience du jardin, qui mettait en avant l'humain avec 3 critères qu'elle avait mis en avant, donc des critères d'évaluation, qui étaient un critère sur la communication, verbale ou non verbale, sur l'expression personnelle, donc une observation donc, du malade ou de la personne avec laquelle elle travaillait, puisque pas forcément avec des malades, puisqu'elle travaille aussi avec des maternelles. Donc une observation aussi de la relation à l'autre et de la relation dans le groupe, avec une idée donc, qu'elle nous a exposée de décentration. En conclusion, je vais dire que ce qui a été retenu dans cet atelier, ce qui a émergé, donc, comme je le disais, dans une ambiance de discussion très musclée, c'est que l'on doit créer ensemble, dans le souci d'un respect mutuel, dans l'écoute, en prenant compte de la spécificité de chacun des acteurs, en fait, de créer une espèce de fédération
alors fédération d'hortithérapie, je ne sais pas comment on l'appellera, mais en tous les cas de réunir un petit noyau de personnes qui pourraient travailler sur cette idée de fédération, qui pourrait regrouper toute cette pluridisciplinarité, voilà, pour créer un vocabulaire commun, parce qu'il a été mis aussi en avant que nous avions des vocabulaires qui étaient différents, pour enfin créer des projets de jardin qui soient pérennes aussi, parce que l'idée de la pérennité a été abordée aussi dans notre atelier. Voilà. S'il y a des gens qui ont participé à l'atelier et qui pourraient compléter, si jamais j'ai oublié quelque chose, voilà. Il y a une personne là. Alors, on a déjà dépassé 10 minutes. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui ont des trains à prendre. Hein. Je vais être très Alors, rapide. on est obligé d'accélérer. On a évoqué de créer pas de fédération forcément, mais une sorte d'écrire ensemble une sorte de charte qui permettrait la représentativité des paysagistes, des médecins, des infirmières, en fait de tous les corps de métier qui participent à l'élaboration d'un jardin thérapeutique et à sa pérennisation, pour accéder à la reconnaissance des bienfaits d'un jardin thérapeutique. Et dans ce sens-là, on s'est proposé de trouver un représentant de chaque profession, chaque corps de métier, d'écrire cette charte, après de faire une signature de tous les gens qui le souhaitent. Voilà. C'est très constructif pour quelqu'un de frustré, hein, je trouve. Bon, est-ce qu'on peut passer à la troisième session? Je sais bien que j'accélère, là il y aurait beaucoup de choses à dire, mais... Oui, la deuxième, pardon. Alors, là encore, nous avons eu des soucis. Le professeur Sudre n'a pas pu nous rejoindre. Et j'ai demandé alors à Sébastien Guéret d'avoir la gentillesse de nous présenter son point de vue sur... Il l'a d'ailleurs géré, je crois, cette session, finalement. C'est vous qui l'avez... C'était une co-animation. Bon, une co-animation. En tout cas, c'est lui qui a bien voulu nous passer le message de cette session. Alors, co-animation donc, qui s'est fait avec Sylvie Faye de l'association Multicolore, qui nous a présenté son travail. Je n'ai pas assisté au début, donc je suis un peu désolé. J'ai pas non plus évidemment prévu de faire une synthèse, donc ça va être un peu compliqué, surtout que moi j'ai pas du tout un esprit synthétique pour le coup. C'est pas grave. Mais je vais essayer d'être fidèle aux propos que j'ai entendus en tout cas. Et puis vous n'hésitez pas à compléter. Sylvie, je ne sais pas si elle est là. Bon. Donc Sylvie est à l'initiative d'une association qui réalise et qui gère des jardins partagés, en partie dans l'espace public, en partie dans des écoles, en partie également dans des maisons de retraite. Et c'est une action qui est très localisée sur le 20e arrondissement de Paris, si j'ai bien compris. Et du coup, elle nous expliquait un petit peu l'articulation qu'il y avait entre les différents publics et les interactions qu'il pouvait y avoir et les animations qui étaient réalisées. Ensuite, j'ai présenté... Alors moi, je n'avais pas de présentation, justement, puisque une table ronde, pour moi, je présentais finalement mon parcours et mon travail. Et j'étais à l'écoute des questions. Moi, j'étais venu pour un échange et ça s'est fait. Et ensuite, on a eu Servane Ibon, donc paysagiste de métier, qui nous a, à travers l'exposé d'un exemple de jardin qu'elle a réalisé, qui nous a surtout cherché à nous présenter finalement comment le binôme, on va dire jardinier-médecin ou équipe soignant, paysagiste, concepteur, utilisateur, peut s'articuler. En l'occurrence, elle a travaillé plus précisément avec une psychomotricienne de cet établissement. Et elle a découvert finalement, et elle a mené une forme de concertation, ça a été un sujet de débat, à travers la participation à plusieurs ateliers dans cette institution, avant même que soit créé le jardin, justement pour pouvoir commencer à travailler sur cette idée de jardin et faire par là même un recensement des besoins, et je pense aussi s'inspirer un petit peu de ce qui se faisait dans l'institution. Je parle sous son contrôle. Hein. Alors moi, ce que je retiens finalement des débats et de cette table ronde, c'est que du coup, il y a eu là aussi beaucoup de discussions.
qu'il a été difficile finalement de recentrer, il a été nécessaire de recentrer plusieurs fois sur le thème de la table ronde, à savoir formation, évaluation, animation, qui est déjà un thème à rallonge finalement, mais pourquoi pas. Et que on sent bien qu'on est là justement dans un sujet qui est extrêmement complexe, qui fait partie du coup d'une réalité globale qu'il faut prendre dans son ensemble, et que c'est justement excessivement difficile de traiter un problème ou un aspect du sujet sans traiter les autres. Du coup, on a pas mal dérivé sur la conception, justement. Alors, parcours parcours santé senior, calade, pas calade, chemin en sable ou pas. Ça a été des discussions qui sont, à mon avis, sans fin pour le coup. Et bon, c'est pas un problème, hein, mais chacun a son point de vue. Et ce qui est important, c'est de pouvoir partager. On a discuté aussi autour du vivant, justement. Le vivant à 4 pattes ou à plusieurs pattes ou avec des ailes ou sans ailes. On a discuté évidemment des problèmes de normes et de réglementation et comment faire pour passer au travers de tout ça ou comment faire avec tout ça. Et puis aussi de la connaissance ou non et avec quel degré de précision des pathologies, justement. Et là aussi, ça rejoint la table ronde numéro 1, enfin 3, mais atelier 1, dont Véronique nous a fait le résumé, la synthèse. Finalement, est-ce que le paysagiste ou le jardinier qui va concevoir le jardin doit avoir une formation, entre guillemets, médicale, ou en tout cas un minimum de connaissances? Et à l'inverse, comment le médecin ou le thérapeute s'initie au jardin, quoi. On est vraiment à la réunion de deux mondes et c'est toujours ce qui fait que c'est extrêmement complexe. Je crois que c'est à peu près tout. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport au précédent symposium, où nous avions vraiment axé un des thèmes sur la formation, et où les gens nous avaient dit dans la salle, mais nous voulons une formation validante, parce que ça nous intéresse de progresser, mais nous aimerions quand même que dans le cadre de notre profession, nous soyons mieux reconnus après la formation qu'avant. Alors, je ne sais pas si vous avez évoqué cette formation validante qui en France, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il n'y a pas beaucoup de cohésion et de concertation entre les différents pôles de formation. Est-ce que vous en avez parlé? Absolument, ça a été évoqué dès le premier atelier, et c'est d'ailleurs une des raisons des discussions, parce que je crois qu'il y a encore matière justement à discuter, à décider, à s'affronter justement et à coopérer, voilà, justement, pour pouvoir trouver une vérité commune. Alors du coup, l'histoire de la fédération justement qui s'est dégagée à l'issue de l'atelier 1 et qui finalement s'est transformée en l'élaboration d'une charte au moment du repas avec un petit coup de cidre et une petite fourchette ça peut être finalement un moyen que chacun amende et apporte finalement son point de vue, et puis d'essayer de non pas tirer un consensus, mais en tout cas d'être le plus exhaustif possible et de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Et puis après, on signe ou pas. Parce que ce qui est bien français, c'est que chacun détient la solution la meilleure. Or, ce qui est un peu triste, là je n'ai pas suivi, mais la dernière fois, il y a 2 ans, nous avions fait venir des personnalités des États-Unis qui nous disaient, eux, avoir réglé le problème, et finalement, les Européens, pour beaucoup, allaient aux États-Unis, leur demander une formation en 30 heures, en 100 heures, en 3 mois, en 6 mois. Alors, je crois que quand même, on pourrait proposer, nous aussi, quelque chose qui soit à la carte et qui soit reconnu du fait que nous nous sommes concertés et du fait que ces formations ont une véritable qualité d'apport et de programmation. Donc ça, il faudra qu'on y arrive, parce que là, on est quand même toujours un petit peu dans un certain travail, certes intéressant, mais un peu flou, vis-à-vis de nos ministères en particulier, qui constamment nous disent mais qu'est-ce qu'on valide et pourquoi un tel fait ça et l'autre fait ça. Bon, on pourrait se répartir la tâche et avoir au niveau
au niveau de l'éducation nationale une reconnaissance qui nous vaudrait peut-être la possibilité d'accueillir des pays autres que d'autres pays. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'étrangers dans vos formations, mais c'est une occasion, je peux le dire et le témoigner en tant qu'ancien chercheur, le fait d'accueillir dans un laboratoire des gens qui viennent d'ailleurs, c'est extraordinaire ce que ça peut apporter comme vie et comme évolution du contenu de ce que l'on fait. Est-ce que quelqu'un veut apporter un complément, s'il vous plaît? On attend le micro, s'il vous plaît. Là? Ah. Non, parce que c'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. Mais, peut-être. Alors moi, je viens du Var. J'ai une petite association qui anime des ateliers de jardinage. Et je suis aussi à la recherche d'une formation validante. Et du coup, peut-être il faudrait organiser un symposium, mais rien qui serait consacré à la formation. Ou peut-être pas un symposium, mais... pas un seul. C'est pas possible. Pas un seul, parce que c'est trop délicat. Ça va exploser. Hein. Il faut quand même apporter aux gens qui vont venir au symposium quelque chose qui est déjà précuit. Alors là, vous avez un truc qui est tout à faire. Bon, alors ça serait pas un symposium. Mais il faut l'aborder plus. Alors, moi, je veux pas du tout cuit, oui, mais non, peut-être d'accord. qu'il faudrait faire pas un symposium, alors appeler ça autrement, une immense table ronde avec les intervenants pour que tout le monde essaie de se... Alors bien sûr, il ne faudrait pas qu'on se batte parce qu'il y a des avis qui divergent, mais peut-être faire consacrer un temps plus long et consacrer à ça, à la formation. Oui. Moi, je pense. Et puis, convier peut-être, parce qu'à mon avis, il y a au moins 3 ministères qui sont en jeu. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale qui pourraient valider tout ça. Donc, je pense ça nécessiterait peut-être qu'on pense à ça. Mais on y a pensé. Ah bah oui, le problème, c'est qu'on n'arrive pas très bien, de proche en proche, on essaye d'améliorer, mais il y a un tel, j'allais dire... une telle motivation dans ce domaine, mais qui est un peu turbulente. Il faudrait arriver à ce qu'on y réfléchisse avant, que les gens arrivent avec, j'allais dire, des projets qui soient non pas uniquement revus par leur expérience, mais à la lumière de ce qui se fait ailleurs. Or, quand on fait une table ronde, les gens viennent, ils disent « moi, je fais ça, et c'est bien comme ça ». Bon. Ce qui n'ouvre pas beaucoup l'abcès, car il y a abcès, puisqu'on n'y arrive pas. Donc, il y a un problème. Et donc, si vous voulez, la prochaine fois, il faudrait consacrer un temps plus long et une préparation plus importante. Je crois que là, on est arrivé à un point où il faut absolument... réfléchir de façon constructive à peut-être un autre espace, oui, pour ça, qu'un symposium. Oui. Hein? Peut-être un autre espace qu'un symposium pour ça, effectivement. Ou peut-être un pré-symposium dans lequel on préparerait quelque chose à remettre aux autorités. Parce que quand on y va, d'abord, il faut que ce soit des gens extérieurs. Parce que la formation, c'est quand même un peu lucratif. Ça fait vivre certaines personnes, ça appelle de certains financements. Donc il faudrait que ce soit des gens comme des associations, comme la nôtre, qui n'ont aucun intérêt dans l'affaire et qui ont un regard pur sur tout ce qui est proposé, pour aller ensuite dans les ministères dire « écoutez, voilà ce qu'on vous propose avec... ce qu'on a actuellement, commençons avec ça et on verra après ce qu'il en découle. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste, oui. C'est David Geneste. Vous parliez de reconnaissance, j'avais une toute petite remarque à faire. Donc effectivement, une reconnaissance en aval du diplôme, mais aussi une reconnaissance générale de ça, peut-être aussi, qui permettrait que la formation ne soit pas hors de prix. Et par rapport à d'autres formations, je soulève cette question. C'est peut-être prématuré et utopiste, mais je pense qu'il faut voilà.
c'est quelque chose à penser. C'est bien de faire un truc si ça coûte extrêmement cher. Est-ce que voilà. Et il faudrait déjà que les centres de formation, là je vais être très agressive et venimeuse, les centres de formation en France, qui sont associés soit à des universités, soit à des grandes écoles, acceptent de faire d'inclure dans leur formation ces thématiques. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un grand succès quand même, il faut dire ce qui est. Alors, moi, je pense qu'il faudrait créer des groupes de travail. Un groupe de travail, c'est-à-dire trouver, même ici dans l'assistante, quelques personnes qui soient intéressées pour travailler sur ce sujet-là, qui amènent leur expérience, avec qui on puisse échanger, et par le biais de la plateforme de Jardin et Santé, de pouvoir relancer ça aussi dans les gens qui ont participé là dans le symposium ou qui s'y intéressent simplement, pour pouvoir avancer, c'est-à-dire d'avoir des allers et retours entre le groupe de travail et les gens qui sont à l'extérieur. Après, on parlait de validation. La validation, ça peut être une certification professionnelle. Donc là, on dépend du ministère du Travail. Donc ça, c'est une reconnaissance particulière de type de formation. Moi, j'en ai créé une. C'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est casse-pied, il faut rentrer dans les cases, etc. Mais une certification professionnelle, c'est reconnu par les organismes qui financent les formations. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir des aides à la formation. Tous les jours, moi, dans mon organisme de financement, on cherche tous les jours. Et il y a plein d'organismes qui aident aussi au financement. C'est-à-dire que vous avez des organismes de retraite auxquels vous cotisez. Ce sont des organismes qui peuvent vous aider à la formation. Donc il y a plein de moyens de financer les formations qui ne sont pas forcément connus, mais qui peuvent financer des formations certifiantes. Véronique, ça veut dire que vous seriez partante pour animer ça? Oh non. Vous savez, la passion dépasse largement l'autorité. La passion dépasse largement l'autorité. Encore faut-il avoir aujourd'hui un peu de temps. Et malheureusement, on est tous dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui baissent les moyens en personnel, les moyens financiers. Ça veut dire qu'il faut se dégager du temps. Et vous l'avez vu, c'est pas si facile que ça. Mais l'autorité, je peux vous dire par expérience, quand j'ai commencé ma carrière de recherche, mon inspecteur m'a dit, je lui ai demandé, et alors, j'ai été recruté pour faire quoi? Il m'a dit, l'avenir sera ce que vous en ferez. Et ça, j'ai gardé ça comme un élément fondamental de ma vie. J'ai vraiment fait ce que je pensais qu'il devait être fait. J'y ai mis le temps. Des fois, ça a été compliqué. Et je crois que j'ai construit quelque chose. Alors, allez-y, on compte sur vous. En fait, je m'étais proposée pour prendre le micro avant que Véronique Lollier ne parle, et ça va beaucoup rejoindre ce qu'elle a dit. C'est qu'en fait, moi, je pense que vu les différents symposiums qui ont déjà eu lieu et l'avancement, on voit chaque année, il y a dans l'assemblée de ce symposium, plus dans les assemblées des autres symposiums, toute la matière et à mon avis déjà beaucoup de gens qui ont l'expérience nécessaire. Après, c'est pas dans un symposium qu'on va créer une formation. Non, on va déclencher. Il faut vraiment des groupes de travail, comme a dit Véronique Lollier. Et après, je pense aussi que pour l'aspect reconnaissance, en général, les ministères reconnaissent les formations une fois qu'elles existent. Donc, je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait des gens motivés qui travaillent au projet et créent. Et puis, une fois que ça existe, vous faites venir les personnes qu'il faut pour valider et avoir toutes les reconnaissances ministérielles après derrière. Parce que les ministères ont bien du mal à donner un cachet quand ils le donneront pas. Il faut être sérieux quand même. Donc, il faut que cette formation, elle fasse appel à des gens qui ont une expérience reconnue et ainsi de suite. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez aller présenter n'importe quoi à n'importe qui et vous allez le reconnaître. C'est pas possible, ça. Encore une réflexion ici. Estelle. Alors, j'ai l'impression que parler de formation et de programme de formation pour et attendre la validation, encore une fois, il faut passer par la reconnaissance. Déjà, nous ici, on est tous convaincus que les jardins thérapeutiques sont bénéfiques, mais il convient quand même pas tous. Non, mais il convient quand même de convaincre les ministères en question, le grand public, les financeurs, les médecins, les directeurs d'établissement, et c'est après où on verra qu'il y a un besoin de formation, où là, elle sera validée beaucoup plus facilement. D'abord, il faut atteindre la reconnaissance de la pratique même, la discipline même de l'orthithérapie, il me semble.
Moi, je rejoins tout à fait Estelle là-dessus, et je pense que pour le coup, la constitution d'une charte est un préalable. Et si on arrive déjà à coucher sur le papier certains objectifs, certaines façons de faire, etc., on pourra peut-être après parler le même langage aussi. Je vous suis entièrement. Par contre, ce que j'aimerais, donc on va passer à la dernière session, parce que je voudrais vous confier un message d'une personne qui vieillit et qui se dit qu'il faut absolument que la graine qui est là germe très vite pour assurer l'avenir. Donc la dernière intervention, c'est celle de Martine Brûlé, qui présidait la dernière des tables des sessions de la table ronde numéro 3 sur le thème animation, formation, évaluation. Alors, vous êtes très, très synthétique, donc oui, ça va aller très bien. Donc cette table ronde est toujours particulièrement axée sur l'animation. Hein. Donc il y a eu 4 intervenants, des projets très diversifiés présentés donc par Franck Deletoile, qui est un projet d'envergure autour des jardins partagés à but thérapeutique dans le cadre Locopole à Toulouse. Une action à caractère social, basée également sur l'aide alimentaire à partir des produits des jardins, puisqu'il y a 3 jardins partagés et un jardin à but thérapeutique en construction. Stéphane Lanel, qui a présenté donc le jardin des piqûres à Maule, pour lequel il anime des activités avec Anne Rib. Un jardin ouvert donc à des personnes adultes cérébrolésées. Donc des intervenants qui ont pu échanger, donc Franck et Stéphane, sur des points communs, sur des actions communes en tout cas. L'accessibilité des jardins, ce type de jardin d'accessibilité à tous et plus particulièrement aux personnes défavorisées. Donc une ouverture, j'ai constaté beaucoup d'énergie dans leur action à tous les deux sur ces jardins, non seulement dans leurs animations, mais dans ce qu'ils peuvent apporter à ces personnes. Donc il en ressort beaucoup de recherches et de techniques dans les activités adaptées, les activités d'animation adaptées, ouvertes à différents groupes de participants. Christelle Jacob, donc, qui est psychologue au CHU de Nancy, nous a présenté des activités intergénérationnelles autour du jardin Art, Mémoire et Vie. Christelle travaille sur un protocole de recherche axé sur l'évaluation de l'orientation spatiale des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Ça, j'ai trouvé ce travail de recherche particulièrement intéressant et novateur, justement qui va pouvoir ouvrir aussi, interroger en tout cas sur les jardins thérapeutiques. Même quand un jardin thérapeutique est conçu, dans lequel on travaille, il peut y avoir des modifications tout au long de sa progression, de son développement dans le temps. Monika Trojanowska, qui est architecte doctorante à l'école polytechnique de Gdańsk en Pologne, qui nous a présenté 5 jardins qu'elle a visités donc à but thérapeutique. Elle nous a surpris en nous présentant que l'ortithérapie en Pologne était quelque chose de très nouveau. Et par contre, il y a un enseignement donc de l'ortithérapie et un programme de formation diplômante à l'université. Voilà. Merci. Ça, c'est très. Vous voyez que quand même, on est de plus en plus européen au cours de ces dernières années. Et là, j'espère qu'à l'occasion de ces différents symposiums, on va créer un réseau européen pour les mêmes raisons que on fait la même chose dans d'autres domaines. C'est pour faire le poids par rapport à l'Asie et au continent américain. Alors, on a certainement avancé beaucoup en sachant que nos voisins proches peuvent déjà nous donner leur expérience dans le domaine de la formation universitaire. Pardon ? Le texte de... Comment ils ont fait pour avoir une formation ? Elle ne nous a pas donné les détails. On attend le micro, s'il vous plaît. Oui. Mais Monika est là. Elle est partie. Donc, Ah non, elle est là. Monika. Monika, vous pouvez. La question sera comment on se fait. Non,
ont suivi la formation après le master. Si quelqu'un est intéressé, on peut suivre master n'importe. Je pense que les personnes peuvent suivre la formation post-grade. Après master, ce sera 2 ou 3 semestres qu'on peut suivre pour apprendre hortithérapie. Monica, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous envoyer un petit peu ce programme universitaire oui, et nous le mettrions sur le site, de manière à ce que, si vous nous y autorisez, de manière à ce qu'on puisse des idées complémentaires et associatives, qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Je peux contacter les personnes responsables. Voilà. Après ce contact, on va voir ce qu'il sera possible. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce domaine? Bon, alors moi, je voudrais juste vous dire un mot et après, je laisserai la parole à notre présidente. D'une part, elle le dira mieux que moi, vous remerciez tous de votre collaboration, de votre efficacité à tout moment, que ce soit hier ou aujourd'hui. Et aussi, vous laissez un message, parce que notre souci dans cette association très vivante, très tonique, c'est que nous prenons de l'âge. C'est bénéfique pour le vin, c'est bénéfique pour l'association, mais c'est pas constructif pour l'avenir. Donc, mon idée, c'est que, au fur et à mesure de ces symposiums, nous découvrons un potentiel extraordinaire pour nous aider à mûrir encore mieux notre réflexion. Alors, je vous demande, et si ma direction m'y autorise, je souhaiterais qu'à l'issue de ce colloque, nous puissions vous adresser dans un petit message de remerciement aussi, j'allais dire, une délégation, que vous nous aidiez, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans la France qui travaille, vous êtes sur le terrain et ça, c'est quelque chose que nous, dont un certain nombre d'entre nous sont à la retraite, commencent à perdre un peu le contact. Donc, si vous pouviez, au cours, j'en ai parlé, par exemple, avec M. Lévy tout à l'heure, si vous pouviez, à l'issue de ce symposium, nous dire, eh bien, moi, j'ai perçu que tel domaine va être un domaine qu'il faut absolument éclairer, absolument, il faut avancer. Quand on a entendu hier l'exposé de notre philosophe, le professeur Andrieux, on a découvert mais une ouverture phénoménale. Alors, il faut, dans ce sens, que vous nous aidiez, que vous nous disiez les uns et les autres, que ce soit du plénier ou des ateliers, nous avons perçu là une niche écologique intéressante. Et on vous propose, par exemple, de prendre contact avec un tel ou un tel. Ce qui permettrait, par les groupes de travail, par un travail continu, d'améliorer le rendement de nos symposiums. Parce que là, je dois dire, c'est quand même harassant pour ceux qui travaillent à ces symposiums. On y arrive tous dans un état de délabrement catastrophique. Il est important que sur le plan organisation, nous voyons autrement les choses. Donc, moi, mon message, c'est on compte sur vous, la petite graine là qui est là, vous allez pouvoir peut-être nous aider. Est-ce que une de nos personnalités d'hier qui a pu rester veut dire un mot? Monsieur Lager, Monsieur Lévy, professeur Lager, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à mon propos? Oui, si vous voulez. Brièvement. Ah oui, mais alors, ajoutez-le brièvement et dans le micro. Oui, ce que vient de me dire en aparté notre ami britannique qui est parti, oui. Lui disait que, je suis assez d'accord avec lui finalement, il disait en fait, on nous a beaucoup parlé de jardin, des effets de la nature, de la culture des fleurs, etc. Mais finalement,
ne pourrait-on pas résumer tout cela en disant que ce qui compte, c'est le rapport humain qui est créé entre les patients et finalement les patients et puis le personnel. Donc finalement, qu'on en fasse de la mosaïque, de la pâte à modeler ou finalement travail des jardins, le résultat serait à peu près le même. Ah, il faut écouter les autres. On ne détient jamais la vérité. Bien sûr. La mosaïque et la pâte à modeler. La mosaïque et la pâte à modeler, c'est moi qui l'ai ajouté. Hein. C'est pas lui. Mais en fait, il a posé la question et lui, il partait du principe qu'il fallait peut-être évaluer toutes ces pratiques et surtout les fédérer pour qu'on arrive à des résultats. Et ça, je trouve que cette remarque est tout à fait pertinente. Je vous fais remarquer qu'on fait de la mosaïque dans les jardins. Les beaux jardins d'Espagne sont faits en mosaïque. Les mosaïques vertes. L'Alhambra, c'est de la mosaïque. C'est de la mosaïque culture, ça s'appelle. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Bon, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Madame, vous vouliez. Bon. Non. Monsieur Lager, Monsieur Lévy, je veux absolument, excusez-moi, je suis obnubilée. Est-ce que vous voulez dire un mot? Oui, si vous voulez. Bon, alors venez porter une parole puisque nous avons. Oui. Non, mais juste un dernier mot, effectivement, je crois d'abord par rapport à ce que je disais hier, puisque vous vous intéressez au rapport entre santé et environnement, finalement, vous faites de la médecine environnementale, hein, sans le savoir. Hein, je veux dire, bon. Et la santé dont vous vous occupez, c'est prioritairement la santé mentale. Donc, oui. Alors ça, c'est une réflexion générale. Mais ce que je crois qu'il faudrait... La question que je me pose, c'est finalement quelle est la particularité du jardin à but thérapeutique par rapport à un jardin général. Je veux dire, est-ce que... quelle est la spécificité dans son espace, dans son aménagement? Qu'est-ce que serait finalement, qu'est-ce qu'est l'hortithérapie et l'horticulture thérapeutique par rapport à l'activité de jardin de manière générale, je veux dire. Donc là, je pense que si vous arrivez effectivement à définir ça, ça contribuerait à aller dans le sens de la formation que vous recherchez à construire. Voilà. Et puis je pense que dans cette relation entre le jardin et le patient n'est pas seulement qu'un sujet, qu'un corps physique, biologique, c'est aussi un sujet social. Donc il faut aussi prendre en compte sa position sociale, son histoire de vie, etc. Donc dans la construction de ses représentations, dans la construction de son vécu, etc., dans son rapport à l'environnement aussi, il est aussi déterminé par son propre environnement dans lequel il a baigné et d'où il est issu. Hein, je veux dire, et que chaque sujet, on en parlait hier d'ailleurs, de cette relativité du vécu de chacun par rapport à l'environnement. Donc il vient aussi de l'environnement socio-économique et culturel de chaque patient qu'il faut, je pense, prendre un peu plus en compte. Il m'a semblé que cela n'était pas suffisamment souligné dans les interventions que j'ai entendues. On compte sur votre aide alors. Oui, si vous voulez, j'essaierai de faire un papier là-dessus. Merci, monsieur. Voilà, il me revient de clore, cette fois-ci, terminer cette journée, de rendre hommage à notre pivot qui a mené de main de maître, et pourtant dans des conditions souvent difficiles, qui est notre vice-présidente et présidente du symposium, Monique Lemâtre, qui est toujours la cheville, l'axe principal du symposium. C'est sur elle que ça repose. Et sur Bethsabée de Gainsbourg, que je cherche, je ne sais pas, elle doit se cacher quelque part avec sa modestie habituelle, car à elles deux, ce sont elles qui ont construit le symposium et qui sont allées à la recherche des intervenants. Et c'était un très gros travail. Oui, quand même. Non, pas que nous deux. Il y a eu beaucoup d'autres personnes. Oui, mais vous avez été là. Non, Monique, mais il ne faut pas nous dire. Vous avez été les deux personnes qui essentiellement avaient travaillé. Mettons qu'on en ait fait un peu plus, mais nous avons eu un soutien constructif et vraiment indispensable
par des gens du monde médical et par des gens du monde végétal et qui très discrètement ne se sont jamais manifestés pour dire qu'ils avaient fait quelque chose. Bon. Bien, c'est très bien. Cette modestie vous honore. Je vous remercie. Vous n'êtes plus très nombreux maintenant. Je vous remercie d'être venus. J'espère que vous avez tiré un grand parti, que vous tirerez un parti le plus positif possible de cette journée et demie. Et je vous rappelle que si vous avez des suggestions, vous avez un mail auquel vous pouvez envoyer qui est symposium@jardin-santé.org. Je vous invite vivement à l'utiliser. Tous les mails sont lus, même si on n'y répond pas toujours tout de suite, parce que certains méritent réflexion, donc il faut le temps de la réflexion, mais tout est lu, tout est analysé et tout est gardé, et en général, on vous répond. Ensuite, nous vous avons donné un questionnaire. Quelquefois, on répond 2 fois. Oui, on répond parfois. Mais ça, c'est pas grave. Il vaut mieux 2 fois que pas du tout. Vous avez aussi un questionnaire dans le dossier que nous vous avons remis. Si vous n'avez pas le temps de le remplir ce soir et de nous le remettre, de toute façon, il vous sera renvoyé par Internet. Et là, on vous demandera de le remplir et de nous le retourner, car pour nous, ces statistiques, on essaie d'en faire des statistiques, sont importantes pour l'avenir. Et puis, si vous avez... nous allons vous envoyer aussi par Internet, alors ça, vous voyez, c'est toute la cuisine après qui continue. Nous allons vous renvoyer aussi, bien sûr, vous aurez les attestations de présence pour tous ceux qui ont émargé. Et nous vous enverrons aussi la liste des participants avec leur mail, de façon à ce que vous puissiez vous recontacter, vous puissiez tirer profit, un maximum de profit de cette journée et demie. C'est indispensable. Nous n'avons pas pu le faire avant parce que beaucoup se sont inscrits à la dernière minute. Et donc, on n'a pas pu rentrer ça dans les clés. On a laissé la liste comme ça en pendante, si je puis dire. Vous verrez en revanche que sur la clé USB, vous avez une grande bibliographie et qui, je pense, pourra vous être utile. On a essayé de la faire la plus complète possible. Il y aura ça peut toujours être amélioré et on cherchera à continuer à l'améliorer dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Il est possible qu'il y ait quelques bugs dans les clés. On s'est aperçu qu'il y avait quelques personnes nous ont dit qu'il y avait eu des clés sur lesquelles qui étaient illisibles. Normalement, on en a rempli 200. On en a vérifié un certain nombre. Quelques-unes ont pu passer à travers le filet, les mailles du filet. Si c'est le cas, vous nous prévenez et on vous renverra le dossier. Ça, c'est pas bien difficile. Et de toute façon, comme tout a été enregistré, il faudra nous laisser un certain temps parce que notre bénévole qui s'occupe de la mise à jour du site est bénévole, comme son nom l'indique. Et comme elle est en même temps architecte, elle travaille et elle fait ça en dehors de ses heures de travail. Mais normalement, le symposium doit être mis en ligne sur notre site à la rubrique symposium. Donc vous pourrez lire, voir et entendre. Je vous souhaite un bon retour à tous et peut-être à dans 2 ans ou dans 3 ans.